Voilà, je vous propose de commencer. Par avance, toutes nos excuses pour plus que le quart d'heure. Hein, ça fait presque 40 minutes donc d'attente pour vous. On en est navré. Bien évidemment, on vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Donc, on continue donc nos travaux de notre commission d'enquête en vous recevant aujourd'hui tous les deux. Donc, Monsieur Guillaume Dolkès, vous êtes ingénieur en énergie et en environnement. Vous avez travaillé dans le domaine de l'industrie avant de rejoindre l'Institut de l'économie pour le climat en 2020, où vous avez étudié l'efficacité des aides à la rénovation énergétique et les enjeux d'accélération de l'adaptation au changement climatique. Vous êtes notamment l'auteur de plusieurs études climat portant sur la rénovation énergétique des bâtiments. Monsieur Ledez, vous êtes chargé de recherche à l'Institut de l'économie pour le climat dans les domaines de l'investissement et du financement public depuis 2018. Vous travaillez notamment sur le panorama des financements pour le climat dont l'édition 2022 a été publiée en octobre dernier. L'Institut de l'économie pour le climat a récemment publié 2 études sur la rénovation énergétique. L'une qui porte sur les aides à la rénovation et leur inadéquation aux objectifs de rénovation globale, et l'autre qui porte sur le nécessaire investissement dans la rénovation pour limiter les impacts du réchauffement climatique. En effet, dans un monde à plus 2 degrés, où les canicules seront de plus en plus fréquentes, les passoires thermiques seront des logements surchauffés et mal ventilés. Là où le froid s'engouffre en hiver, s'infiltrera la chaleur d'été. La rénovation énergétique doit donc prendre en compte le confort d'été afin de proposer une solution qui soit durable dans les décennies à venir et d'éviter l'installation de climatiseurs consommateurs d'énergie et participant au réchauffement de nos villes. Selon vous, comment mieux intégrer le confort d'été dans les rénovations? Faut-il revoir les référentiels de la RE 2020 et les cahiers des charges? Faut-il réviser le DPE pour y intégrer ce critère? Comme de nombreuses personnes auditionnées, vous vous positionnez en faveur d'une réorientation des aides vers des rénovations globales performantes, à l'opposé de la politique actuelle favorisant la rénovation au geste, sans doute moins efficace, mais choisie pour permettre d'embarquer dans des opérations de rénovation un plus grand nombre de ménages. Afin de diminuer le reste à charge des ménages, qui est le principal frein à la rénovation globale, vous préconisez dans votre étude un financement dual cumulant aide d'État et prêts plus accessibles, tout en augmentant le prix du carbone. Concrètement, combien cela va-t-il coûter? Quel est le montant d'aide nécessaire? Quel taux et quelle durée pour les prêts préconisez-vous? Quel prix de carbone serait adéquat? Le besoin d'accompagnement des usagers revient fréquemment aussi dans nos auditions comme un impératif afin de restaurer la confiance et d'orienter les particuliers vers des rénovations efficaces. Quel est votre point de vue à ce sujet? Comment évaluez-vous le dispositif, certes encore récent, actuel Mon Accompagnateur Rénove? Comment améliorer le service public de la rénovation énergétique aujourd'hui? Faut-il, selon vous, un guichet unique ou doit-on plutôt proposer une offre unifiée? Finalement, quel regard portez-vous sur les solutions alternatives de financement de la rénovation par prêt hypothécaire et sur la solution proposée par France Stratégie d'opérateurs ensembliers se finançant sur les économies d'énergie réalisées? Avant de vous laisser la parole pour répondre à ces premières questions et pour un propos introductif d'une quinzaine de minutes, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat et qu'elle fera l'objet d'un compte-rendu publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage
devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 ans à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 € à 100 000 € d'amende. Je vous invite donc, M. Dolkes et M. Ledez, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je vous en remercie. Donc, on vous laisse la parole et à l'issue de votre présentation et des premières réponses donc, aux questions que je viens de vous poser, notre rapporteur, mais aussi nos collègues qui assistent bien sûr à la commission d'enquête, ne manqueront pas de vous poser d'autres questions. C'est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs. Nous allons répondre à plusieurs des questions que vous avez posées dans votre introduction, mais permettez-moi de présenter d'abord rapidement notre structure. Donc, nous sommes un think tank fondé par la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence française des développements. Donc, on a été fondé en 2015. Nous sommes une association à but non lucratif qui comptons à peu près 40 collaborateurs. Et notre mission, c'est d'apporter une expertise sur les politiques publiques en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique grâce à des travaux d'analyse, des travaux de recherche appliqués. En matière de rénovation énergétique, nous avons mené ces dernières années plusieurs travaux avec plusieurs angles différents. Et ces travaux ont été soutenus notamment par l'ADEME et le ministère de la Transition écologique. Au cours de cette présentation, nous avons 3 principaux messages clés à vous présenter. Si nous voulons respecter les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, il va falloir davantage d'investissements en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments, avec une réorientation des investissements en faveur des rénovations globales. Le deuxième message clé, c'est que les rénovations énergétiques globales ne sont actuellement pas viables sur le plan économique. Il y a 2 grands types de propositions qui sont formulées dans le débat public et nous allons vous les présenter. Et le troisième message clé que nous voulons vous partager, c'est qu'il ne faut surtout pas oublier l'enjeu de l'adaptation dans le cadre des rénovations énergétiques globales et qu'il y a des actions que nous pouvons mener déjà à court terme. Et l'idée, c'est d'éviter d'avoir des 2 rénovations dans les 30 prochaines années, à la fois pour l'atténuation et l'adaptation. L'idée, c'est d'intégrer ces 2 enjeux à la fois dans tout projet de rénovation. Je laisse maintenant la parole à Guillaume pour présenter les objectifs en matière de stratégie nationale bas carbone et aussi d'adaptation. Bonjour à tous, merci de votre invitation. Je souhaitais tout d'abord revenir dans mon propos liminaire sur les objectifs de la SNBC, telle qu'elle a été actée en 2020, même si celle-ci est en cours de révision. La SNBC, telle qu'elle est actée, vise un parc entièrement décarboné à l'horizon 2050, avec une baisse drastique des consommations énergétiques du secteur à la même échéance. Tel que cet objectif est traduit dans la SNBC, elle parle d'un parc à niveau basse consommation, au niveau BBC, en moyenne en 2050. Pour atteindre cet objectif, cela passe d'abord par des constructions neuves, évidemment très performantes, mais surtout, puisque la grande majorité du parc qui sera disponible en 2050 est à rénover et non pas à construire. Donc d'autre part, ça implique un effort important de rénovation énergétique, donc sur la quasi-totalité des parcs existants. Ceci pour 2 objectifs. D'abord, réaliser des économies d'énergie de manière assez substantielle sur le parc existant et également réorienter les énergies qui sont actuellement utilisées pour le bâtiment vers des énergies qui sont bas carbone. Cet objectif de niveau BBC en moyenne à 2050 implique plusieurs choses. D'abord, d'accroître le niveau le rythme de rénovation qui sont effectuées tous les ans pour atteindre 500 à 700 000 rénovations par an, mais également et surtout accroître la qualité des rénovations qui sont effectivement effectuées sur le territoire. Plusieurs études, dont certaines de l'ADEME, préconisent que pour atteindre finalement ce niveau BBC en moyenne en 2050, il faut que les logements soient rénovés en une fois ou en plusieurs si les gestes de travaux sont coordonnés pour atteindre à terme
un niveau, ou en tout cas viser le niveau BBC pour chaque logement. Pourtant, ce n'est pas du tout ce qu'on observe aujourd'hui dans le cadre des plans de rénovation que l'on voit. Et aujourd'hui, la grande majorité des rénovations qui sont conduites sont des rénovations qui visent un poste de travaux, parfois plusieurs, mais dans tous les cas, pas suffisamment coordonnées pour que ce logement, ce bâtiment atteigne le niveau nécessaire à l'atteinte des objectifs de la SNBC à terme. Donc voilà, c'est pour ça que nous, dans la suite de la présentation, on parlera de rénovations globales, qui sont pour nous les rénovations qui permettent d'atteindre les objectifs de la SNBC, donc c'est-à-dire viser un niveau BBC rénovation de chaque logement à terme. Si tu peux passer. Donc ça, c'était pour la partie atténuation du changement climatique. S'agissant de l'adaptation, c'est un sujet qui commence à apparaître aujourd'hui parce qu'on le voit, le climat commence déjà à poser problème dans les bâtiments publics. Ça a par exemple été le cas lors du passage du bac en 2022 où on a vu des conditions particulièrement dégradées pour les étudiants, mais également pour les logements qui, vous l'aviez dit Madame la Présidente, mal isolés, amènent parfois des problèmes sanitaires, notamment vis-à-vis des populations qui sont les plus exposées. La meilleure manière d'adapter les bâtiments au changement climatique, finalement, ce n'est pas ce que Maxime disait précédemment, ce n'est pas de réinvestir pour adapter ces bâtiments, mais c'est plutôt de profiter des opérations de rénovation pour les adapter. Parce qu'on ne pourra pas se permettre d'investir deux fois. C'est ni techniquement, ni économiquement souhaitable. Donc dès lors, ce qu'on préconise, nous, c'est d'intégrer des exigences d'adaptation dans l'ensemble des opérations qui sont réalisées aujourd'hui. Un petit mot, et je te laisse la parole Maxime. Nos travaux n'ont pas eu vocation à chercher à savoir si la SNBC était la manière la plus efficace économiquement pour atteindre les objectifs de neutralité de la France. Nous nous basons sur les travaux de la SNBC et nous en déduisons des besoins d'investissement, des freins, mais aussi du coup des retards d'investissement en lien avec cette stratégie-là. Et c'est cette partie, Maxime, que tu vas pouvoir développer. Exactement. En fait, à I4C, nous estimons les besoins d'investissement associés à la stratégie nationale bas carbone, et ce, pour l'instant, dans 3 secteurs. Le secteur des bâtiments, le secteur des transports et le secteur de la production d'énergie. Et au sein du secteur des bâtiments, donc, nous estimons un retard d'investissement dans la rénovation énergétique des bâtiments. Donc, il faudrait plus 16 milliards d'euros d'investissement en moyenne sur la période 2021-2030 par rapport au niveau historique observé en 2019. Ce qui est un besoin d'investissement supplémentaire assez important. Les investissements doivent croître sur tous les segments du parc, que ce soit résidentiel, privé, social ou tertiaire, public et privé, et notamment les collectivités territoriales doivent doubler leurs investissements dans la rénovation de leur parc tertiaire. Il y a une question de volume d'investissement en tant que tel, de la quantité d'euros que l'on va effectivement dépenser pour la rénovation des bâtiments, mais il y a aussi la question de la qualité. Et en fait, aujourd'hui, les 18 milliards d'euros que nous observons donc, dans la rénovation énergétique, c'est beaucoup des rénovations partielles, donc des rénovations monogestes. Et l'enjeu, c'est aussi d'avoir des rénovations qui sont de plus en plus globales. Donc il y a un sujet de réorientation des investissements vers des rénovations globales qui permettent donc d'atteindre le niveau basse consommation ou presque. Alors pourquoi on a beaucoup de rénovations partielles et très peu de rénovations globales actuellement ? Déjà, on peut regarder du côté des aides pour la rénovation énergétique. Ici, vous voyez une croissance des aides qu'il y a eu lieu sur la dernière décennie, et on atteint à peu près un peu plus de 8 milliards d'euros d'aides, que ce soit des certificats d'économie d'énergie, la TVA taux réduit ou encore MaPrimeRénov', qui ont été attribués aux ménages pour la rénovation énergétique des logements privés. Et à peu près 500 millions d'euros d'éco-prêts à taux zéro qui ont été versés. Or, parmi tous ces instruments de financement, ils permettent notamment de financer des rénovations à geste unique. Notamment si vous prenez MaPrimeRénov', vous avez un peu plus de 600 000 ménages qui ont bénéficié de cette aide en 2021. Et si on regarde la part de rénovation à geste unique, elle est assez importante, de l'ordre de 83%. Et il y a des rénovations qui permettent de réduire de manière significative les consommations énergétiques, de l'ordre de plus de 35% dans le cas des dispositifs sérénité et copropriété, mais qui ne sont pas forcément alignés avec l'objectif de la stratégie nationale bas carbone, à savoir d'atteindre un niveau BBC ou presque. Et donc c'est aussi le cas pour d'autres dispositifs, notamment les certificats d'économie d'énergie, où une approche geste par geste sans objectif d'atteindre un niveau de rénovation globale. Et aussi l'éco-prêt à taux zéro, où en fait la plupart des ménages
aujourd'hui choisissent un éco-prêt à taux zéro, en fait, financent des travaux monogestes. Donc il y a la question des aides à la rénovation, mais il y a aussi d'autres freins qui expliquent un manque d'investissement dans la rénovation globale. Déjà, il y a une méconnaissance de la part des ménages sur la question de la qualité thermique des logements en tant que tels. 32% des ménages en maison considèrent qu'ils n'ont pas besoin de travaux, alors que quand on regarde justement le nombre de logements qui sont classés A ou B sur le DPE, il y en a à peu près 5%. Donc les ménages n'estiment pas qu'il y a besoin de réaliser des travaux, alors que la nation en tant que telle, enfin la stratégie nationale bas carbone, vise justement à ce qu'il y ait beaucoup plus de ménages qui considèrent qu'il faut réaliser des travaux. En pratique aussi, vous avez une réglementation qui existe, mais qui est peu connue ou bien peu respectée et pas forcément contrôlée, notamment donc la réglementation thermique sur l'existant, notamment dans le cas de travaux de ravalement de façade ou de réfection de toiture. Et donc, déjà, le sujet n'est pas forcément embarqué quand il y a de tels travaux qui sont lancés. Et les coûts considérés par les ménages pour effectuer des travaux de rénovation énergétique sont estimés comme importants. Notamment, vous devez déménager quand vous devez faire des travaux de rénovation globale. Vous devez rencontrer plusieurs interlocuteurs, que ce soit votre banquier, des entreprises de travaux, des maîtres d'œuvre. Et donc, les coûts de transaction sont assez lourds et justifient peu les gains, à leurs yeux, de rénovation énergétique, enfin en tout cas les gains que cela procure. Ensuite, vous avez un autre frein qui est la question de l'offre sur les territoires en matière de rénovation. Aujourd'hui, vous avez peu de professionnels qui sont formés à proprement parler sur la question de la rénovation globale des bâtiments, et donc déjà, si vous n'avez pas d'offre, c'est difficile aussi d'avoir de la demande, c'est l'éternelle question de la poule et de l'œuf. Et en fait, les entreprises qu'on a sur le territoire travaillent très peu en groupement. Enfin, il y a très peu d'interactions entre différents corps de travaux pour mener des travaux de rénovation globale. Et donc, il y a en tout cas un manque à ce niveau-là. Alors, il existe des initiatives dont on a connaissance, notamment l'initiative de Rémi ou encore les sociétés de tiers-financement, qui visent justement à faire travailler des artisans ensemble, mais en tout cas, pour l'instant, ces initiatives sont limitées. Il y a des freins spécifiques aussi sur certains segments du parc que vous avez déjà, qu'on a suivi les auditions, vous les avez déjà évoqués sur le segment des copropriétés en tant que tel, où la prise de décision est assez complexe, avec des délibérations en assemblée générale qui sont difficiles. Et aussi le cas des logements locatifs privés, où en fait il y a peu d'incitation pour les propriétaires à rénover, les propriétaires bailleurs, parce qu'en fait ils ne perçoivent pas directement les gains procurés par les économies d'énergie, et de l'autre côté, le locataire a peu d'intérêt à rénover un logement pour lequel il n'est pas sûr de rester plusieurs années. Et enfin, il y a un autre frein qui est donc la question de l'offre des financements en tant que telle, et je laisse Guillaume présenter ça en plus en détail dans le cadre de nos travaux sur les aides publiques. Merci Maxime. Dans le cadre de ce projet, le constat de départ était justement de se dire que sur le territoire, il y avait très peu de rénovation globale qui était entreprise, et probablement que l'offre de financement qui était proposée était en inadéquation avec les besoins des ménages. Ça, c'était le constat de base. Pour aller un peu plus loin dans ce constat, on a essayé de mieux comprendre la manière dont les différents systèmes d'aide, les différents contextes économiques influent sur finalement le raisonnement économique d'un ménage, la perception qu'il a de ce système lorsqu'il souhaite se lancer dans un travaux de rénovation. Donc pour ça, on a développé un petit outil qui analyse pour chaque projet, donc un projet, une maison, un type de rénovation, un revenu d'un ménage. Il analyse la viabilité économique de ce projet, c'est-à-dire finalement dans quelle mesure le ménage serait favorable, donc du point de vue économique, à se lancer ou pas dans des travaux de rénovation. Et ce concept de viabilité économique, finalement, il est articulé autour de 3 notions. C'est celle que vous voyez sur la slide. La première, c'est que pour qu'un ménage décide de se lancer dans un projet de rénovation, celui-ci doit être abordable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'au moment de se lancer dans les projets de travaux de rénovation, ils doivent vider son livret. En fait, il faut pouvoir compter sur des subventions ou des prêts pour éviter de trop demander à la trésorerie du ménage, qui parfois soit inexistante, soit simplement la rénovation n'est pas un bien de luxe, donc c'est pas forcément quelque chose sur lequel le ménage souhaiterait dépenser son argent.
Le projet de rénovation doit également être profitable, c'est-à-dire que finalement, à un moment donné, si le ménage doit se lancer dans ce projet-là, il doit pouvoir percevoir un bénéfice à le faire. Et ce bénéfice-là, c'est avant tout des économies d'énergie qui doivent justifier les coûts engagés. Les montants de rénovation globale sont généralement assez élevés. Et si le ménage ne perçoit pas des économies d'énergie à un temps de retour suffisamment court, il risque de se décourager finalement de se lancer dans ces opérations de rénovation. Et la dernière notion, c'est la notion de solvabilité. Finalement, l'idée derrière, c'est qu'on ne peut pas demander à un ménage, notamment aux ménages les plus modestes, de s'endetter à des taux qui sont trop élevés, en les exposant dans ce cas-là à des risques de surendettement, ou alors que les mensualités des prêts finalement soient plus élevées que les économies d'énergie perçues dans le cadre des projets de rénovation. Et dans ce cas, le risque, c'est de gréver finalement les dépenses courantes des ménages. Donc cet outil-là, on l'a développé autour de ce concept de viabilité économique et de ces trois notions, donc des projets de rénovation qui doivent être abordables, profitables et solvables. Tu peux y aller. Du coup, si on regarde maintenant les conditions actuelles, on va vous présenter un petit exemple très simple dans lequel on a passé du coup une rénovation qui est tout à fait classique en rénovation globale, et l'idée c'était de la passer au prisme des conditions actuelles. Dans ce cas-là, on va considérer un cas de figure où on a un ménage au revenu modeste qui souhaite rénover sa maison pour passer de l'étiquette E à l'étiquette B. Les travaux de rénovation s'élèvent à 55 000 €, donc des coûts de travaux moyens pour des rénovations globales. Dans les conditions actuelles, le ménage ne peut prétendre, donc un ménage au revenu modeste ne peut prétendre qu'à environ 35% de subvention, le reste étant à sa charge. Si tu peux. Donc finalement, ce qui lui reste à débourser, c'est 36 000 €. Donc un ménage à ce niveau de revenu risque finalement de se décourager avant même de considérer des solutions d'emprunt ou de financement pour ce reste à charge, avec un niveau aussi élevé de subvention. Pardon, de reste à charge, si tu peux passer les deux d'un coup. Comme ça, je vais parler de la deuxième. En outre, du coup, quand il va regarder les montants qui sont à sa charge, il va regarder les mettre en parallèle de ses économies d'énergie. Et finalement, ce qu'on constate sur ce projet, c'est que les économies d'énergie ne sont rentabilisées qu'après un temps très long qui est supérieur à 10 ans. Donc là encore, on a un facteur qui risque de décourager le ménage de se lancer. On a un reste à charge qui est très élevé, qui récupérera que dans un terme qui est très long. Et la dernière chose, donc si ce ménage un peu malgré tout passe un peu ces barrières-là et considère un emprunt, donc notamment à travers l'éco-PTZ, et puis finalement on voit que le taux d'endettement il est relativement élevé, autour de 5%, donc pour un projet de rénovation énergétique. Et là encore, ça risque d'éloigner le ménage du crédit, déjà parce que les banques pourraient être frileuses à lui octroyer le prêt, et quand bien même elles lui octroieraient, on aurait possiblement un risque de surendettement. Donc là-dessus, on vous a montré un exemple simple de ce que veulent dire les conditions actuelles aujourd'hui pour le revenu des ménages modestes. Mais finalement, quand on passe aujourd'hui dans les conditions actuelles plusieurs catégories de revenus de ménage et plusieurs projets de rénovation, en fait, on voit que finalement, ces conditions-là se répètent de manière assez régulière. Et donc, en tout cas, d'un point de vue économique, on peut considérer qu'on a là un vrai frein à lancer un véritable programme ambitieux de rénovation globale quand on parlait de plusieurs centaines de milliers de rénovations tous les ans. Alors, dans le débat public, vous avez deux grands types de propositions que nous distinguons. Il y a une première série de propositions qui vise à lisser le coût de la rénovation grâce à l'endettement et aux économies d'énergie. Donc l'idée, c'est de développer une ingénierie financière avec des prêts et qui permettent à la fois d'assurer l'équilibre en trésorerie pour les ménages et de maîtriser la dépense publique. Vous avez comme exemple de proposition celle formulée entre autres par l'association Négawatt et le réseau Clair sur l'obligation conditionnelle de rénovation énergétique. Vous avez celle de l'opérateur ensemblier pour France Stratégie ou encore le fonds pour la diminution de consommation d'énergie des bâtiments donc de Maxime Combe, Monsieur Ibanez et Madame Vercher, que vous avez auditionné, il me semble. Donc, d'accord, très bien, voilà. Donc, je voulais en venir. Donc là, dans l'idée où, en effet, les ménages, enfin le ménage modeste, comme on l'a vu, pouvait contracter en effet un éco-prêt à taux zéro et supposons sur 30 ans, vous avez bien un équilibre trésorerie qui est assuré pour le ménage. Donc les économies d'énergie en tant que telles permettent de rembourser les mensualités de remboursement, ce qui est intéressant, et le taux d'endettement est relativement limité. Mais par contre,
vous avez un reste à charge, donc avant même de considérer l'emprunt, qui reste assez élevé, et donc qui peut décourager même le ménage de décider de vouloir contracter un prêt, parce qu'en fait on parle de quand même l'ordre de 30-40 000 euros de prêt, donc c'est quand même une somme non négligeable. Et les conditions de rentabilité ne sont toujours pas respectées. Vous avez un temps de retour sur investissement qui est de facto encore assez long. Et aussi, vous avez, donc, si vous regardez la valeur actuelle nette, elle n'est pas positive d'ici 15 ans. Et donc, il y a aussi, nous, ce que nous voulons souligner par rapport à cette série de propositions, on voit deux principales interrogations, enfin, en tout cas, deux questions qu'on se pose. Déjà, c'est comment faire en sorte que les établissements crédits distribuent des prêts. Parce qu'en pratique, ces prêts existent, mais de facto, il est peu distribué par les banques. Or, pourquoi c'est peu distribué ? Déjà parce que les établissements bancaires considèrent que distribuer les coprêts à taux zéro, ce n'est pas suffisamment rentable. Ou en tout cas, les marges sont très faibles. Étant donné les coûts administratifs que cela représente en termes de justification des dossiers, que ce soit les travaux de rénovation énergétique, les catégories de ménages, etc., les banques considèrent que ce travail est trop lourd par rapport à l'aide que propose l'État en matière de crédit d'impôt pour financer ces pertes d'intérêt. Donc il y a déjà ça. Et alors les auteurs proposent souvent plusieurs solutions, notamment la question de la réglementation. On déclenche plein de rénovations performantes parce qu'en fait il va y avoir un énorme niveau de demande avec 500 000 rénovations globales par an grâce aux mutations, enfin, des obligations sur les mutations immobilières. Et donc les banques auront intérêt justement à se positionner sur ce marché. Ou bien d'avoir un recours à une banque publique. Si personne ne souhaite prêter directement aux ménages, eh bien, les ménages seront orientés donc vers la banque postale ou une autre banque publique qui accepterait donc qui n'aura pas le choix, en fait, qui aura l'obligation donc de financer cette opération. Aussi, un autre point d'avertissement, c'est la question du risque en tant que tel. En fait, déjà, il y a des risques par rapport au coût des travaux. Enfin, les coûts des travaux ne sont pas forcément maîtrisés. La question des économies d'énergie se pose aussi. Donc, les équilibres en trésorerie peuvent varier. Et si je prends le cas particulier des opérateurs ensembliers, c'était une des questions que vous avez posées dans votre introduction, en fait, quand on regarde le modèle économique même des opérateurs ensembliers, à leur actif, en fait, il y a des contrats de fourniture d'énergie sur une durée assez longue. La question se pose, c'est est-ce que les ménages souhaiteraient avoir des tels contrats de fourniture d'énergie sur des temps longs, de s'engager sur le temps long? C'est une vraie question qu'on se pose. Et aussi, quels acteurs voudront financer des opérateurs ensembliers? Parce qu'en fait, on peut considérer que l'actif est assez risqué. Et donc, ça suppose un dispositif de garantie publique qui est derrière. Mais la question qu'on se pose forcément, c'est de savoir est-ce que les garanties publiques donneront effectivement à des dépenses publiques? Est-ce que les opérateurs ensembliers, par exemple, devront solliciter finalement l'État pour compenser les pertes? Il y a aussi donc une deuxième série de propositions qui est beaucoup plus centrée sur les subventions. Notamment, l'idée, c'est d'avoir un dispositif de subvention assez avantageux et qui permette notamment de rendre plus incitative les rénovations globales et aussi de limiter l'endettement des ménages et en particulier les plus modestes. Et donc, dans cette série de propositions, vous avez celle de la Convention citoyenne pour le climat, celle de la mission Zischel ou encore celle de l'initiative Rénovons. Là, si on reprend notre exemple de ménage tout à l'heure, donc en supposant qu'il y ait donc un taux de subvention de l'ordre de 85%, comme ça avait été proposé par la mission Zischel, les travaux sont déjà plus abordables. Bien sûr, là, largement, les économies d'énergie permettent de financer les mensualités de prêt grâce au grand niveau de subvention. Le taux d'endettement est limité, et encore plus limité qu'auparavant, et le projet est désormais rentable. Le temps de retour sur investissement est vraiment assez court et donc très attractif pour un ménage modeste. Par contre, il y a toujours la question du reste à charge. Enfin, 8 000 euros reste toujours à financer par un ménage, doit être quand même couvert par un prêt. Là, il y a d'autres interrogations qui se posent à ce niveau-là. C'est la question de la soutenabilité pour les budgets publics. Parce que si on regarde justement ce qu'a estimé la mission Zischel pour rénover toutes les passoires thermiques à niveau BBC, ils ont estimé que c'était de l'ordre de 116 milliards d'euros d'aide. Si vous ramenez ça sur 10 ans, ça fait plus de 11 milliards d'euros d'aide. Sachant que ce n'est pas forcément de l'aide publique en tant que celle, ça peut être des certificats d'économie d'énergie, mais il n'y a pas eu de répartition qui a été faite par la mission Zischel.
il peut y avoir une sorte de pari. Notamment, il y a des modèles macroéconomiques qui estiment bien une augmentation des dépenses publiques sur le temps court pour la rénovation énergétique des logements, mais il y a aussi une sorte de retour en termes de recettes fiscales, avec des assiettes fiscales qui augmenteraient, notamment plus de travaux, donc une augmentation des recettes issues de la TVA, enfin voilà. Donc, mais c'est une vraie question qui se pose, est-ce qu'il n'y a pas des frictions justement au niveau macroéconomique, sachant que si on fait beaucoup de dépenses publiques, est-ce que on va avoir vraiment un report effectif, par exemple des artisans qui travaillent sur des rénovations partielles vers des rénovations globales? Il y a un vrai sujet à ce niveau-là. Et puis il y a la question qui revient souvent des pressions inflationnistes. Si vous faites beaucoup plus de subventions, il y a un risque que les entreprises qui proposent des travaux captent justement ces subventions et proposent en fait des travaux plus chers. Et donc en fait on risque de rentrer dans un cercle vicieux en matière de coût des travaux qui augmenteraient au fur et à mesure que les subventions augmentent. Voilà. Donc on pourra revenir éventuellement sur ces propositions, si vous voulez, dans la session questions-réponses. Je laisse juste Guillaume terminer sur la question de l'adaptation des bâtiments. Pardon. Merci. Et donc là, on va faire un petit pas de côté par rapport à tout ce qu'on s'est dit sur l'investissement dans la rénovation pour les objectifs de la SNBC. Là, je vais parler un petit peu adaptation. Comme je vous le disais en introduction, les bâtiments aujourd'hui, ils ne sont pas conçus pour faire face au changement climatique. On le voit déjà aujourd'hui, on va le voir à l'avenir. Les conditions que l'on connaît vont être amenées à se répéter et à empirer. On parle des vagues de chaleur, mais on peut également parler du risque inondation, le risque retrait-gonflement des argiles qui commence aussi à soulever plusieurs questions. Et les bâtiments tels qu'ils avaient été conçus à l'époque ou tels qu'on continue à le construire finalement ne tiennent toujours pas compte de cette nouvelle donne. Et aujourd'hui, donc en 2023, on continue à construire et à rénover comme si le climat ne changeait pas. Et c'est important de prendre conscience de ça parce qu'en fait, chaque année, le marché du bâtiment, c'est 125 milliards d'euros. Finalement, ces 125 milliards d'euros, ils sont investis dans des projets sans même qu'on se pose la question de ces nouvelles conditions, alors même que l'on sait que les bâtiments qui sont rénovés ou construits aujourd'hui seront encore là en 2050, en 2060, et donc qui connaîtront des conditions d'exploitation qui seront probablement bien plus dures que les conditions actuelles. En construction neuve, c'est le cas aussi, avec la réglementation, la RE 2020 qui est sortie cette année, l'année dernière, pardon, pour lequel les indicateurs, par exemple, de confort d'été, donc celui qui s'assure du confort en période de canicule, ne prend pas compte de l'évolution du climat, mais est bien basé sur un aléa passé. Et on peut se demander si du coup cet aléa-là n'est pas obsolète compte tenu de l'évolution du climat. En rénovation, c'est un peu la même chose. Il n'y a aujourd'hui pas de réglementation ni aucune vraie incitation pour prendre en compte le changement climatique. Et donc finalement, comme on l'a vu, la plupart des travaux de rénovation qui sont aujourd'hui entrepris, ce sont des travaux de rénovation d'un poste, souvent un remplacement de chaudière ou une isolation, et qui ne posent à aucun moment la question de l'adaptation au changement climatique. À terme, on a un risque qui est très fort finalement c'est ce que je disais un peu précédemment, de soit devoir réinvestir massivement, cette fois pour adapter le parc de bâtiments, donc assez inefficace techniquement et économiquement, mais sinon, et peut-être que c'est le plus grand risque, c'est de voir se matérialiser le recours massif à la climatisation qu'on voit et qu'on commence à voir apparaître notamment dans les logements, avec la climatisation de confort qui évolue chaque année de manière quasi exponentielle. Concrètement, comment est-ce qu'on s'y prend ? Eh bien, en rénovation, c'est intégrer des exigences de confort d'été, des exigences d'adaptation au changement climatique au moment de la réalisation des projets. Non, tu peux garder celle d'avant. Même si certains gestes isolés permettent déjà d'améliorer le confort, par exemple simplement mettre des volets ou des protections extérieures ou remplacer un système de ventilation, améliore déjà le confort d'été. Ça ne suffira probablement pas à garantir un confort intérieur dans les années à venir pour les étés qui vont connaître des canicules probablement un peu plus fortes. Rénover de manière globale, ça permet finalement de traiter de nombreux postes de rénovation énergétique en même temps. Et il y a un vrai intérêt à faire ces travaux-là en matière de confort d'été au même moment parce que l'étanchéité à l'air d'un bâtiment est un élément essentiel. Si on garantisse cette notion-là, on sait déjà qu'on a traité une partie du problème. Également, au moment de la rénovation globale,
surtout des gros bâtiments ou des bâtiments publics, on peut vraiment se poser la question de simulation thermique dynamique, de maîtrise d'œuvre un peu poussée, qui permet vraiment d'intégrer ce type de considération dans ce projet de rénovation, ce qui sera très probablement pas le cas dans des opérations de rénovation ponctuelles. Et ça, on sait le faire. On a déjà des guides techniques qui sont disponibles en matière d'adaptation des bâtiments. Il y a déjà des démarches exemplaires qui mériteraient d'être mieux diffusées, d'être mieux connues. Par exemple, l'exemple de la démarche que je vous ai mis là, c'est la démarche bâtiment durable méditerranéen qui œuvre à faire avancer la filière du bâtiment sur l'ensemble des différentes notions de bâtiment durable, donc qui sont l'efficacité énergétique, l'adaptation des bâtiments, le recours aux matériaux biosourcés, etc., etc. Mais finalement, ce sont des démarches qui sont encore isolées, qui mériteraient finalement d'être mieux déployées sur le territoire. Et surtout, ce sont encore des démarches qui, malheureusement, se basent encore sur le climat actuel, notamment parce que les données de climat futur ne sont pas encore complètement disponibles. En tout cas, elles ne sont pas opérationnelles pour que les maîtres d'œuvre, les professionnels du bâtiment s'en saisissent directement dans leur logiciel et puissent déjà tenir compte de l'adaptation au changement climatique lorsqu'ils réalisent des projets. Et tu peux passer. Quelques préconisations, tu peux mettre les trois. Quelques préconisations du coup pour aller dans ce sens, et ce sera la fin de nos propos. La première, ça serait peut-être déjà de faire de la commande publique un levier d'exemplarité pour adapter les bâtiments, notamment parce que la commande publique exploite des bâtiments dont certaines hébergent des populations qui sont parfois sensibles. Je pense par exemple aux bâtiments des collectivités qui hébergent les collèges, les lycées, mais aussi les écoles. On a là un vrai levier d'action pour mieux prendre en compte l'adaptation, et notamment, et c'est là où c'est parfait, parce qu'en fait finalement on rejoint les objectifs d'atténuation avec les 7 objectifs de rénovation des bâtiments publics à niveau BBC. Donc là on a finalement une très bonne opportunité pour embarquer l'adaptation. On en a déjà beaucoup parlé, donc je ne vais pas forcément revenir dessus, mais voilà, progressivement réorienter les aides à la rénovation vers les projets les plus performants qui permettront de mieux tenir compte de l'adaptation. Ça nécessitera aussi forcément des accompagnateurs qui soient formés à ces enjeux-là, parce que c'est quand même un enjeu qui est assez émergent. On pense tout de suite, par exemple, aux accompagnateurs France Rénov', mais ça peut également être le cas des artisans, qui sont finalement au plus près des décisions, notamment pour les ménages, et qui, sans formation spécifique, risquent de passer un peu à côté de ces objectifs. Et ça fait le lien du coup avec notre troisième levier qui est finalement qu'aujourd'hui on a un vrai besoin de monter en compétence de l'ensemble de la filière, et pour ça on a plusieurs pistes, notamment la recherche. On a vu ces dernières années le programme Prébat qui avait notamment été porté par l'ADEME sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Il y a peut-être également une opportunité pour porter un programme de recherche, pas forcément spécifiquement pour l'adaptation, mais en tout cas qui intégrerait ces nouveaux enjeux. Parce que malgré le fait que les solutions techniques existent, aujourd'hui on manque encore de retours d'expérience, et ce programme de recherche pourrait permettre justement de faire sortir de terre finalement des bâtiments démonstrateurs qui prennent en compte ces nouveaux leviers, mais également de la sensibilisation, et notamment auprès de l'ensemble de la maîtrise d'ouvrage, que ce soit la maîtrise d'ouvrage publique mais aussi des particuliers, finalement pour que l'adaptation au changement climatique devienne également une demande de la part de ces maîtres d'ouvrage. Parce qu'aujourd'hui, tant qu'on n'a pas cette demande-là, finalement, les professionnels ne sont pas incités à les intégrer dans leur cahier des charges, parce que les surcoûts qui sont parfois nécessaires pour adapter les bâtiments, ils ne sont pas justifiés dès lors que la demande n'est pas faite. Voilà, on a un vrai enjeu aussi sur ce sujet-là à faire monter la filière, et je m'arrêterai là pour l'adaptation. Je ne suis pas sûr qu'on ait répondu à toutes vos questions. Alors, certainement pas, mais puisque je pense qu'il va y avoir des regroupements et des questions que va poser le rapporteur, je pense que vous arriverez à nous apporter des réponses. Voilà, donc je laisse la parole au rapporteur. Merci Madame la Présidente, merci pour votre exposé. C'est vrai qu'il est intéressant parce qu'en plus il poursuit la discussion que nous avons eue juste avant, notamment sur la prise en compte de l'évolution climatique, ou plutôt la non prise en compte de l'évolution climatique actuellement sur les politiques qui sont mises en place. Donc moi j'avais d'abord une première question. C'est vrai qu'on voit bien du coup le levier en tout cas qu'on cherche à avoir pour à la fois aller vite et aller vers de la rénovation globale. Et c'est vrai que dans les différentes auditions qu'on a pu avoir, on se pose souvent la question entre deux aspects, d'ailleurs qui pourraient être les deux, à la fois sur l'incitation et donc prime rénov, aide, subvention, et puis l'autre qui peut être une obligation de rénovation, quel que soit d'ailleurs son sens.
Mais en tout cas, c'est des réflexions qu'on a pu avoir et à travers différentes auditions, et notamment sur, par exemple, l'obligation de rénovation des passoires lors de la vente. C'était, par exemple, ce que nous expliquait, je crois que c'était François de Rugy quand on l'a auditionné, que ça avait été un débat, en tout cas, qu'ils avaient pu avoir dans le choix, et qui n'a pas été retenu, mais cette idée qu'on pouvait obliger à la rénovation lors d'une vente, comme ça se fait notamment sur les questions d'assainissement ou de mise en conformité. Et puis, l'autre exemple est ce que vous avez pu montrer avec la proposition de loi citoyenne, Ibanez, Combe, notamment sur le fait de dire, voilà, on a une obligation de rénovation thermique, pour le coup sans reste à charge, puisque c'est financé par on va dire, un prêt avec une hypothèque sur la valeur, et justement, en fait, ça rejoint la proposition d'avant, et justement, en gros, on se rembourse, en tout cas sur la vente. Donc voilà, il y a des propositions comme ça, et c'est vrai que voilà, on va avoir votre avis entre les solutions qui sont plus sur de l'aide directe et celles qui sont plutôt sur de l'obligation. Ensuite, moi j'avais une question peut-être sur le... Vous avez dit qu'effectivement il fallait plus 16 milliards d'euros global si on voulait vraiment atteindre les objectifs. Bon, vous en avez un petit peu parlé, notamment sur le point 3, mais on voit bien qu'il y a bien nécessité d'avoir de l'argent et d'injecter de l'argent. Mais derrière, il y a toute la question de la filière et de la capacité à faire, en fait. Et donc, voir comment, justement, à la fois sur le développement de la filière, le lien et la formation des entreprises, la disponibilité des matériaux, parce qu'on a vu que ça aussi, ça pouvait être un problème et qu'il ne suffisait pas d'avoir les financements, mais encore fallait-il avoir les matériaux nécessaires. Et notamment aussi sur l'aspect de la mise en place d'une filière pour le coup plus locale, et notamment sur le biosourcé, puisqu'on va avoir aussi cette demande, déjà cette demande avec la RE 2020, mais on voit bien aussi que là, il y a l'intérêt de développer justement du matériau biosourcé qui en plus va plutôt dans le bon sens, notamment sur le confort thermique d'été. Donc on a aussi quelque chose d'intéressant qui va aussi sur la captation carbone, en tout cas le stockage du carbone. Donc pareil, voir si vous aviez un peu réfléchi à ça et ce lien en fait qu'on peut avoir entre l'argent qu'on peut mettre et puis la possibilité en face et la montée en gamme de la filière qui n'est pas forcément le plus évident. Et puis peut-être pour terminer et laisser un peu de la place à mes collègues sur ce que vous avez dit au début, et c'est vrai que je trouve que c'est une question qui revient de plus en plus et qui moi je trouve et peut être une dérive on va dire inquiétante. C'est que souvent on a l'objectif 2050 et d'être en neutralité carbone, et c'est vrai que si on se fixe que sur cet objectif, il y a une solution très simple, c'est qu'on remplace l'ensemble de nos moyens de chauffage par du chauffage électrique, que ce soit d'ailleurs pompe à chaleur ou autre, peu importe, en se disant qu'on a une production électrique soit nucléaire, etc., et donc décarbonée, et du coup on n'a plus besoin d'isoler puisque le tour est joué, quoi. Et je trouve que c'est une dérive en tout cas qui peut être, parce qu'on nous dit, et on nous dit aussi, et j'entends la même chose qui se développe sur la question de la climatisation et du confort thermique d'été, en disant on va avoir des vagues de chaleur très fortes. En fait, on n'aura jamais le temps d'agir sur les bâtiments en matière d'isolation. Donc, faut accepter, la solution, c'est la climatisation, quoi. Et je trouve que voilà. Et c'est vrai que si on regarde que sur l'aspect carbone, ça marche. En tout cas, ça pourrait marcher. Et donc voilà, comment on peut allier les deux, et en tout cas comment faire peut-être attention à cette dérive, parce que derrière la rénovation des bâtiments, c'est aussi du confort, c'est de la santé, il y a évidemment d'autres aspects. Voilà pour l'instant, et puis on laisse déjà répondre aux questions du rapporteur, et puis après on posera la question. Allez-y. Ouais, vas-y. Est-ce que vous souhaitez aussi qu'on réponde aux questions que vous avez posées en introduction? Génial. Ok. Alors, ça va être challengeant. Ok. D'abord, alors il y avait une question relative au guichet unique. Vous avez eu des avis comme quoi certains auditionnés étaient en faveur d'un guichet unique et d'autres étaient plutôt opposés. De notre côté, nous n'avons pas d'avis particulier à ce sujet. On comprend les arguments pour et contre. À savoir, l'argument pour, c'est plus simple en termes de pilotage de la politique publique, d'avoir un seul guichet en tant que tel. Mais aussi, on comprend les arguments contre, notamment avec des guichets qui sont adaptés à différents types de ménages. Je pense notamment à les ménages en situation de précarité qui vont consulter des acteurs comme Solia
ou des ménages qui sont en situation de copropriété, où l'interlocuteur privilégié est le syndic. Mais en fait, ils peuvent très bien, justement, ces acteurs réorienter vers justement typiquement un accompagnateur Rénov qui après propose justement une offre de financement. Donc je pense que c'est pas forcément un point, c'est plus le déploiement de mon accompagnateur Rénov qui est vraiment important à ce sujet-là. Et après, savoir comment rediriger les ménages vers mon accompagnateur Rénov en cas de besoin de rénovation. Vous avez posé également une question. Alors, il y avait en introduction sur la question de la fiscalité carbone. Et quel niveau de prix du carbone serait judicieux dans le cadre de nos travaux sur Panel Rénov'. Je pense que Guillaume va plutôt répondre, en effet. Allez, je peux la prendre celle-là si vous voulez, on passera ailleurs. Alors, concernant la fiscalité carbone, la manière dont on a travaillé dans le cadre du projet dont je vous parlais précédemment sur la capacité des ménages à se lancer dans les projets de rénovation, en fait, on a regardé de quelle manière l'instauration d'une fiscalité carbone ambitieuse pouvait permettre de déclencher ou non des rénovations globales. Et pour ça, on a regardé notamment, on a fait une simulation qui est particulièrement importante. On a coupé l'entièreté du système d'aide. On a proposé un prêt à un taux très faible sur du temps très long qui couvrirait les économies d'énergie pour permettre en fait aux ménages de pouvoir se lancer sans gréver ses dépenses dans les projets de rénovation. Et ensuite, on a posé une composante carbone qui monte jusqu'à 250 € la tonne assez rapidement. Et on a vérifié si dans ces conditions-là, le projet était rentable pour le ménage. En fait, l'idée derrière était de se dire, la fiscalité carbone peut-elle se substituer au système d'aide tel qu'il est fait aujourd'hui ? Les conclusions de cette simulation, c'est que non. Si on prend la composante carbone toute seule, finalement, les projets de rénovation gardent des valeurs actuelles nettes, des rentabilités qui restent très faibles si elles ne sont pas subventionnées, parce que finalement, les économies d'énergie ne sont pas suffisantes pour, même en regardant des montants de factures qui augmentent tous les ans, elles ne sont pas assez rentables pour que les ménages se lancent dans ce projet. Ensuite, on a regardé une deuxième chose. On s'est demandé quel devrait être le niveau de taxe carbone. Donc en fait, finalement, quel est le montant de la facture pour qu'un ménage se lance dans un projet de rénovation énergétique si celui-ci n'est pas subventionné. Donc en fait, il faut que la facture augmente de manière si élevée que le ménage se dise, tiens, finalement, en quelques années, je rentabilise tout de suite mon investissement. Et pour ça, en fait, on atteint des niveaux de composants de carbone qui sont extrêmement élevés, de l'ordre de près de 1 000 € la tonne. Donc finalement, c'est un niveau qui est assez insoutenable par ailleurs. Donc finalement, ces deux éléments, la conclusion qu'on tire de ces deux éléments, c'est de se dire que la composante carbone ou la fiscalité carbone à elle seule ne permettra pas de rendre rentable des projets de rénovation globale si on ne se sert que de ce mécanisme. Par contre, lorsque celui-ci est couplé avec des subventions, comme les subventions actuelles, ou avec des prêts, finalement, dans un mix de politiques publiques, on lui trouve un terrain d'intérêt parce qu'en fait, il accroît la rentabilité des projets de rénovation. C'est-à-dire qu'un ménage qui va se lancer dans son projet, s'il sait par avance, et c'est la visibilité que peut donner une fiscalité carbone, s'il sait par avance que sa facture va augmenter, il aura de plus en plus intérêt, à mesure que la composante carbone croît, à se lancer dans des projets de rénovation énergétique. Je voulais juste aussi préciser que dans notre outil, c'est important d'en avoir conscience. C'est déjà qu'on suppose que l'information est parfaite pour le ménage, que le ménage anticipe bien dans le temps que la composante carbone va augmenter et de comprendre l'impact sur la facture énergétique en tant que telle, ce qui est, dans le cas pratique, rarement le cas. C'est une hypothèse forte. Et aussi, l'hypothèse qu'il y a, c'est qu'il y a un accès limité au crédit, qu'en fait, la courroie de distribution pour les éco-prêts taux zéro marche très bien, et c'est ce qu'on constate pas pour l'instant. Aussi, je voulais revenir sur une question que vous aviez posée, c'était sur le sujet du combien de dépenses publiques supplémentaires, et ça va être en écho par rapport à ce que Guillaume disait. Ça dépend beaucoup en fait du mix. On n'a pas formulé vraiment de recommandations de subventions publiques en tant que telles ou de mix de financement à mettre en œuvre. En fait, on a un panel, à travers notre publication, on a un panel de 6 logements, mais qui n'a pas vocation à être représentatif de tout le parc de logements. Enfin, déjà, il y a la question des copropriétés qui est particulier. Il y a la question aussi des propriétaires bailleurs et enfin des logements locatifs privés. Donc, on n'a pas d'ordre de grandeur. Mais par contre, on retient en tout cas la proposition. Enfin,
enfin voilà, la proposition de la mission d'Ichel qui était de l'ordre pour rénover toutes les passoires thermiques en 10 ans, c'est 11,6 milliards d'aides. Donc ça peut donner déjà un premier ordre de grandeur. Après, il y a des propositions qui visent justement à atténuer la dépense publique, comme je vous l'ai présenté, ou encore même à l'augmenter. Ensuite, en termes de questions, sur l'accompagnement que l'on préconise, et notamment avec le dispositif Mon accompagnateur Rénov'. En tout cas, on trouve les propositions énoncées par la mission Zichel en la matière très intéressantes, notamment donc, la plateforme digitale, mais qui est quand même complexe, hein, intégrer à la fois la question des financements, des propositions de financement des banques, les offres de travaux, enfin, c'est quand même quelque chose de complexe, mais c'est surtout l'accompagnement humain qui est aussi un vrai sujet. Parce qu'en fait, l'accompagnateur Rénov', c'est quelqu'un qui aurait des très bonnes compétences en matière technique, en matière financière, mais aussi qui a, on va dire, un savoir-être pour accompagner les ménages qui est dans une démarche commerciale. Et donc, des profils comme celui-ci, en fait, il n'y en a pas... il n'y en a pas partout, malheureusement. Donc c'est un vrai sujet aussi. On parle beaucoup de besoin de former la filière du bâtiment en la matière, mais aussi une filière d'accompagnateurs accompagner justement à former. Donc ça, c'est vraiment un enjeu, mais je pense que justement, à travers le dispositif Mon accompagnateur Rénov', ça permet de muscler un peu cette filière, justement en rendant des travaux, en rendant obligatoire le dispositif pour certains types de travaux. Donc c'est déjà une piste intéressante. Et la question, c'est de savoir comment ensuite on va orienter ce dispositif vers l'accompagnement des rénovations globales. Et ça, pour l'instant, je ne crois pas que les pouvoirs publics ont donné d'éléments de réponse à ce sujet. Je peux prendre la suite si tu veux. Bien sûr. Alors, parmi les questions que vous aviez évoquées dans vos propos liminaires, vous aviez évoqué la question du DPE et notamment de son adaptation dans un monde qui évolue. On n'a pas aujourd'hui de travaux à proprement parler sur le sujet, mais d'après un peu les retours qu'on a pu avoir, il nous semble que le DPE, c'est déjà un outil qui est assez complexe pour les particuliers et qui demande un certain temps d'appropriation, car il y a beaucoup d'informations. Dedans, d'ailleurs, il y a déjà des premières estimations de confort d'été, donc finalement une première prise en compte de ce sujet-là, mais qui pourrait effectivement être améliorée. En fait, finalement, c'est quasiment l'ensemble des diagnostics qui sont livrés au moment de la mutation qui pourraient évoluer. Quand on regarde aujourd'hui au moment d'une mutation, on reçoit de la part du diagnostiqueur l'ensemble de la carte des risques d'un logement ou d'un bâtiment. Finalement, l'ensemble de ces risques-là sont les risques tels qu'ils sont aujourd'hui dictés dans les différents documents d'urbanisme de la ville. Alors qu'un bâtiment qui est aujourd'hui en risque faible, inondation ou retrait-gonflement des argiles, pourrait très bien se retrouver en risque fort d'ici quelques années, voire quelques décennies, et avec des implications économiques qui peuvent être radicalement différentes. Aujourd'hui, une maison fissurée par du retrait-gonflement des argiles, c'est une maison qui, sur le marché, a perdu toute sa valeur. Donc, c'est possible. Voilà, il y a possiblement un sujet un peu important à regarder de ce côté-là. Sur le sujet des diagnostics de performance, on a vu d'autres outils qui commencent à être développés, qui nous semblent intéressants de souligner. Je voulais notamment parler du diagnostic de performance résilience qui a été porté par le groupe CDC Habitat pour passer au crible finalement des aléas et des risques physiques de son parc, du coup l'ensemble de son parc immobilier. Ce type d'outil permet du coup à l'échelle d'un parc, à l'échelle d'un bailleur social, de vraiment créer une véritable stratégie d'adaptation sur du long terme qui permet de coupler l'ensemble de ces opérations qui sont prévues par ailleurs, donc des opérations de rénovation énergétique, des opérations de maintenance, pour accroître l'adaptation au moment de ces opérations-là. Et ce type d'outil à l'échelle d'un parc permet également du coup d'ordonnancer finalement les travaux en fonction des poches de vulnérabilité les plus importantes. Pour définir du coup le cadre de ce que serait un diagnostic de performance idéal en matière de résilience, du coup on pourrait se rapprocher de ce type de démarche. Il y a aussi, du coup il y en a d'autres. J'avais mentionné par exemple l'association Envirobat BDM qui a du coup développé toute une démarche, tout un label avec des critères qui fait déjà référence dans la zone géographique de son implantation. Et ce type de démarche pourrait être mieux diffusé et mieux structuré et partagé par l'ensemble des acteurs de la filière. Je peux
Ouais, je peux peut-être, je vais enchaîner si vous voulez. Du coup, toujours sur le côté adaptation, vous aviez parlé rapidement de la RE 2020. Je vais en parler rapidement parce que là, on est plutôt sur du neuf, mais c'est pareil. On a l'impression que c'est un sujet important. La RE 2020, du coup, qui est sortie l'année dernière, a quand même changé un peu la donne en matière de confort d'été, notamment avec du coup des critères, des exigences qui sont plus élevées et des modes de calcul qui ont été construits avec l'interprofessionnel de la filière et pour lequel il y a une vraie évolution. Cependant, le point qui nous semble problématique sur ce sujet-là, c'est bien le référentiel qui est choisi pour les calculs thermiques, qui est du coup le référentiel de la canicule de 2003, qui risque très probablement d'être assez rapidement obsolète. Et du coup, on a un peu une opportunité manquée d'avoir mieux intégré l'adaptation dans les bâtiments neufs dans le cadre de cette RE 2020. Pour autant, dès aujourd'hui, à la suite de cette réglementation, on a déjà des choses qui commencent à se mettre en place, notamment l'existence de labels qui accompagnent ces réglementations-là. Et finalement, dans le cadre de ces labels, on pourrait tout autant imaginer essayer de mieux traiter cette information-là. Il y a déjà aujourd'hui des acteurs techniques qui ont produit des choses sur la question de l'intégration des risques dans les opérations. Je pense par exemple au CEPRI, qui a publié récemment un rapport sur comment mieux intégrer le risque inondation au moment des opérations de construction et de rénovation, ou l'appel à projet comment mieux bâtir en terrain inondable, qui également a produit des projets qui sont intéressants à l'aune du coup de ces nouveaux risques climatiques. Alors ensuite sur la question de monsieur le rapporteur sur les sujets incitation et obligation, enfin quelle solution privilégier, on n'a pas d'avis sur le sujet. Il y aura sûrement besoin un peu des deux, à la fois, c'est pas forcément exclusif l'un et l'autre en termes de politique, d'avoir des incitations et des obligations. La question, c'est quelles incitations et quelles obligations il faudrait mettre en œuvre qui permettent à la fois, justement, comme vous l'avez bien dit, de développer la filière, aussi de la question d'avoir la disponibilité des matériaux. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel on va se pencher dans nos travaux à venir au sein d'I4C, justement savoir quel scénario de financement on peut établir pour la rénovation énergétique des logements plus tard et quelles interactions avec le sujet de la réglementation. En tout cas, nous défendons l'idée à I4C d'avoir une programmation pluriannuelle des financements en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments, mais pas que, aussi d'autres sujets de la transition énergétique, justement pour donner de la visibilité aux acteurs, que ce soit les maîtres d'ouvrage ou bien même la filière du bâtiment ou bien même des structures d'accompagnement, pour pouvoir en fait se positionner sur des marchés et se dire que ces marchés sont l'avenir en fait. Aujourd'hui, vous avez une stratégie nationale bas carbone qui existe, mais en fait, elle n'est pas jugée comme un signal encore, a posteriori, crédible en tout cas par les acteurs. De facto, il y a peu de professionnels en fait qui se forment à la rénovation globale. Donc, en fait, pour une stratégie, il faut des moyens adaptés à cette stratégie. Et ça passe notamment à donner de la visibilité sur les subventions, les offres de prêt, mais aussi tout ce qui est en matière de dispositifs d'accompagnement et aussi éventuellement des réglementations. En tout cas, ça c'est un message important et donc on rejoint notamment d'autres personnes auditionnées qui justement sont en faveur de cette programmation pluriannuelle des financements pour donner de la visibilité sur le temps long. Sur la question notamment des matériaux biosourcés, nous engageons actuellement des travaux pour justement savoir comment faire en sorte qu'il y ait plus de matériaux biosourcés qui soient intégrés dans la question de la rénovation énergétique des bâtiments. Ce seront des travaux qui seront disponibles cet été. On pourra vous les communiquer si vous le souhaitez. En tout cas, c'est clairement un sujet, on va dire, gagnant-gagnant. En effet, on a besoin de débouchés pour la filière bois. C'est de la séquestration du carbone, comme vous l'avez dit. Et en tout cas, c'est intéressant de se pencher aussi sur ce qu'ont entrepris, notamment d'autres pays, nos voisins européens. Notamment, certains ont décidé de subventionner davantage les matériaux biosourcés que d'autres matériaux. Et donc ça peut être aussi une piste intéressante, sachant qu'il faut développer cette filière forêt-bois, donner des débouchés en tout cas à la filière pour qu'elle soit en effet plus locale et que ça permette de séquestrer du carbone.
Ensuite, vous aviez évoqué la question de la dérive, en effet, justement de se concentrer essentiellement sur le fait de décarboner les systèmes de chauffage et d'avoir recours massivement à la climatisation et au confort d'été. En fait, le sujet, pour nous, est à traiter dans le cadre de la stratégie française d'énergie-climat qui est en cours de préparation. Ça doit être un sujet de débat, justement, entre pouvoirs politiques. Donc, en effet, je pense que ça, j'ose l'espérer que c'est un vrai point de vigilance qu'ont les personnes qui préparent cette stratégie. Et voilà, on a juste ce point-là. Après, nous n'avons pas de stratégie privilégiée au sein de notre institut. On cherche juste à implémenter une stratégie qui est actée et qui est décidée par plusieurs acteurs. Peut-être un point rapide sur la climatisation. Alors, vous avez évoqué le fait d'abandonner et de laisser les bâtiments accéder à la climatisation. Alors, c'est vrai qu'on pourra pas s'en passer partout. C'est l'impression en tout cas qu'on a, et c'est les remontées de terrain qu'on commence à entendre. Il y a des zones sur lesquelles effectivement on ne pourra pas s'en passer. Il y aura certains usages qui devront être privilégiés. Je pense notamment les bâtiments qui hébergent des populations qui sont les plus vulnérables. Pourtant, est-ce que cela veut dire déployer massivement la climatisation partout? C'est a priori pas souhaitable. Du coup, cela impose plusieurs aspects. D'abord, c'est justement d'investir dans la rénovation des bâtiments pour éviter ça. Mais en fait, on peut même aller un peu plus loin. En fait, on peut, dès aujourd'hui, et ça revient à tenir compte de l'évolution du climat, c'est prévoir finalement dans les opérations des solutions pour intégrer du froid, peut-être plus tard, qu'à ce moment-là, parce qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas forcément réunies pour imposer cette climatisation. Et ça peut du coup notamment passer par des choix techniques qui permettent justement d'attendre soit des évolutions techniques ou réglementaires pour mieux prendre en compte cet aspect-là. Donc voilà, sur la climatisation, c'est vrai qu'on ne pourra pas s'en passer partout, mais il y a d'importants garde-fous, je pense, à mettre en place pour justement éviter les dérives qui y sont liées. Et les consommations énergétiques et d'émissions de gaz à effet de serre qui y seront liées. Merci. Franck Montaugé. Merci Madame la Présidente. Merci à tous les deux. Je salue les travaux de manière générale de votre institut qui sont toujours très, très intéressants. J'aurais trois, quatre petits sujets rapidement. Dans le cas pratique que vous avez présenté de la famille modeste là, qui procède à des travaux de rénovation, est-ce que vous intégrez non seulement les contraintes en matière de rénovation énergétique de leur habitat, mais également les contraintes supplémentaires qui sont liées au climat et qui touchent à des postes contraints, comme le transport, par exemple, voire l'alimentation, etc. Parce que cet aspect-là des choses, je pense qu'on ne peut pas regarder la question de la rénovation et du post-rénovation indépendamment de ces autres postes. Voilà, dont je pense que les coûts, le temps passant, vont augmenter. Voilà. Et ça complexifie évidemment la question de l'engagement d'investissement, notamment en matière de rénovation énergétique. Mais on ne peut pas l'évacuer, on ne peut pas le laisser de côté. Donc, est-ce que ça, c'est pris en compte dans le cas pratique que vous avez présenté? Parce que il me semble que ça peut avoir de l'importance. Ma deuxième question, est-ce que selon vous, on peut espérer des économies d'échelle sur les coûts de la mise en œuvre des techniques nécessaires au respect de la réglementation en matière de rénovation énergétique? Parce que ça peut aussi, c'est un point qui peut peser sur le sujet. Sur la question des prêts, vous avez évoqué le prix du carbone. Il y a des spécialistes, j'en ai un en tête que vous connaissez certainement mieux que moi, qui s'appelle Christian Gaulier, qui travaille sur la question du prix du carbone, effectivement, mais aussi des taux d'actualisation que l'on utilise dans les modèles décisionnels. Alors, modèles décisionnels qui peuvent toucher les particuliers, mais qui peuvent aussi toucher, évidemment, le secteur bancaire, en tout cas tous les organismes de prêts potentiels.
Et cet aspect-là des choses, il peut avoir une importance sur les choix et sur les décisions qui sont prises et sur la facilitation éventuellement de l'engagement d'investissement. Et ma dernière question, alors je ne sais pas si vous pourrez y répondre, vous l'avez effleuré, est-ce que, avec la connaissance que vous avez du sujet, vous estimez que l'ambition qui est posée, avec des objectifs très clairs, notamment à échéance de 2050, est-ce que vous pensez que cette ambition est réalisable, elle est faisable? Qu'est-ce que vous pensez de sa faisabilité? Vous avez, à de multiples reprises, parlé de la stratégie nationale bas carbone, qui, si je l'ai bien compris, vous l'avez évoqué à l'instant, doit être révisée dans le cadre de la loi, etc., de la nouvelle stratégie. Vous raisonnez là à stratégie nationale bas carbone actuelle. Oui, telle qu'elle est actée on aujourd'hui. est bien clair. Donc ma question, en rapport avec la question de la faisabilité de tout ça, c'est est-ce que pour vous la stratégie nationale bas carbone va devoir être ou devait être ajustée, reconsidérée aussi à l'aune des moyens publics et privés qu'on peut consacrer à ce sujet de la rénovation énergétique. Voilà, sachant qu'il y a urgence, ça on en est tous d'accord, mais que voilà, il ne suffit pas de dire c'est urgent, il faut aller le plus vite possible pour y arriver, quoi, compte tenu de la complexité du sujet. Voilà. Et donc, en lien avec ça, est-ce que vous avez des recommandations à adresser aux politiques sur le plan législatif et éventuellement à l'exécutif sur le plan réglementaire? Est-ce que sur certains sujets de normes, de normalisation, on n'est pas allé trop loin? Est-ce que voilà, un optimum étant à trouver entre l'exigence technique et la faisabilité, j'ai envie de dire, économique, si ce n'est financière du sujet? Voilà, merci. Merci. Je commence et tu... Ouais. Merci pour ces questions. Je vais commencer, je laisserai Maxime compléter. Alors pour revenir un peu sur l'outil et la manière dont on modélise les différents ménages qui se lancent ou pas dans des travaux de rénovation énergétique, on ne prend pas en compte les contraintes techniques du bâtiment en tant que tel. On regarde simplement l'aspect économique. Donc en fait, on regarde, si on reprend le cadre des 4 freins que Maxime évoquait précédemment, on regarde uniquement le frein économique, donc celui pour lequel le ménage se lancerait ou pas dans un projet de rénovation d'un point de vue purement économique. Donc en fait, on résout une partie de l'équation seulement. Ouais. Le reste à vivre, finalement, qui est la question de fond, ouais. Quand on se place du point de vue du foyer. Hein. Alors ça j'y viens. Vous l'intéressez, ouais, alors ça j'y viens. Donc les contraintes techniques, on ne les regarde pas, si ce n'est qu'on se base sur des rénovations globales qui ont effectivement eu lieu sur le territoire. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est des rénovations qui ont été effectuées, donc qui atteignent effectivement l'étiquette B, donc pour celle qu'on vous a présentée, au montant qu'on vous a présenté. Voilà, c'est la seule chose qu'on regarde d'un point de vue technique. Ensuite, sur les contraintes de trésorerie, la manière dont on regarde justement ce reste à vivre, en fait, ça fait partie des indicateurs qu'on a retenus pour définir la viabilité économique telle qu'on vous l'a présentée, à travers les 3 notions abordables, solvables et profitables. L'idée, c'est que, en fait, on tende vers un reste à charge nul pour les ménages, justement pour ne pas gréver ce reste à vivre. Et on regarde du coup également l'équilibre en trésorerie. L'idée, c'est que pour nous, un projet doit globalement rien coûter ou très peu à la trésorerie du ménage au moment où il doit débourser pour ses travaux. Donc il doit soit les avoir sous forme de subvention, soit il doit pouvoir les emprunter. Donc ça, c'est-à-dire un reste à charge nul. Et l'équilibre en trésorerie... oui, mais en fait, bien sûr, mais du coup, c'est en 2 temps. Au moment des travaux, il doit rien avoir à débourser. C'est le prêt. S'il y a un reste à charge, c'est le prêt qui le fait. Et le prêt, lui, doit être au moins couvert par les économies d'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, le ménage doit forcément avoir une opération positive à la fin. Même si elle devient, le retour sur investissement peut être très long. Et ça, c'est notamment ce qu'on a montré que c'était dans le cas actuel. Ça peut encore décourager les ménages. Dans tous les cas, on a quand même des conditions pour les ménages modestes qui devraient permettre de déclencher certaines rénovations. Sur l'économie d'échelle, est-ce que tu veux dire un mot? Oui, je peux dire un mot sur les économies d'échelle liées à la mise en œuvre des techniques de rénovation énergétique. Il y a déjà eu une étude qui a été conduite par l'ADEME en la matière, où en fait c'est justement autour d'un dispositif qui s'appelle Perfin Mind, où ils ont réuni justement des groupements d'artisans
et en faisant travailler ensemble les groupements d'artisans, en essayant d'optimiser l'offre de travaux de performance énergétique, ils ont réussi à réduire les coûts de l'ordre de 20% par rapport à la facture initiale que comptaient proposer les artisans. Donc il y a déjà ça. Et après, il y a des dispositifs assez intéressants comme Energy Sprong, donc vous avez peut-être déjà entendu parler, qui justement vise à industrialiser les travaux de rénovation énergétique en la matière. Donc il y a vraiment des choses qui peuvent être menées justement pour atténuer l'augmentation, voire même réduire les coûts de la rénovation énergétique pour les logements. C'est d'ailleurs, au passage, ça aurait été... notamment, il y a eu le plan France 2030 qui vise justement à proposer une offre industrielle assez soutenue dans plusieurs secteurs, notamment dans le secteur énergétique, le secteur des transports. Et une surprise que nous avons eue, c'est qu'il n'y avait pas qu'il n'y a rien qui visait justement à développer une offre en termes de rénovation énergétique des bâtiments, à industrialiser, à financer des investissements dans la recherche et le développement. Et c'est peut-être une opportunité manquée ou un tir à rectifier en tout cas pour la suite. En tout cas, c'est vraiment un besoin en tout cas de soutenir justement la filière et de faire en sorte que finalement on arrive à réduire les coûts dans le temps long, vu que le volume d'investissement qu'on doit engager d'ici 2050. Sur le prix du carbone. Bien sûr. Donc aussi, vous avez évoqué notamment l'actualisation, qui est effectivement un des paramètres importants. On n'en a pas beaucoup parlé, mais du coup l'actualisation qui finalement dégrève dans le temps les économies d'énergie. Finalement, plus les économies d'énergie arrivent tard dans la vie d'un projet, et moins elles sont intéressantes d'un point de vue d'un ménage. Et ça joue effectivement énormément sur les calculs de rentabilité, notamment parce que pour modéliser un peu l'aversion des ménages à se lancer dans ces projets-là, on actualise assez fortement les économies d'énergie, de l'ordre de 5% pour les ménages aux revenus les plus élevés, jusqu'à 15% pour les ménages aux revenus les plus modestes. Par ce 15%, en fait, on exprime le fait que les ménages qui ont les revenus les plus faibles sont d'autant plus averses à se lancer dans des projets de rénovation énergétique s'ils ne perçoivent pas des économies d'énergie très rapidement. Finalement, plus elles arrivent tard et moins ça va les intéresser, notamment à travers leurs préférences pour le présent. Mais ce n'est qu'une partie finalement de la rentabilité qu'on regarde, puisqu'en fait ce calcul-là, donc de valeur actuelle nette, donc actualisée à des taux qui sont assez élevés, ce sont des calculs qui sont finalement assez complexes et qui sont en pratique assez peu développés dans les calculs des ménages, qui eux se tournent plutôt sur ce qu'on a plutôt présenté là, qui est le temps de retour sur investissement brut. C'est-à-dire qu'en fait un ménage va simplement regarder son investissement, regarder son économie d'énergie à la première année, du coup sans prendre en compte l'évolution du prix des énergies ou éventuellement une composante carbone, et va simplement diviser le coût des travaux par ces économies d'énergie-là, et va calculer du coup son temps de retour sur investissement. Et donc là, dans ce cas-là, on n'a pas d'actualisation. En économie, c'est généralement un peu faux de raisonner comme ça, mais c'est la manière aujourd'hui la plus simple dont les projets sont perçus par la plupart des ménages. C'est une très bonne question. On n'a pas étudié la question du point de vue des prêteurs, malheureusement. En fait, à travers notre étude, en fait, on s'est concentré sur le point de vue des ménages, mais en effet, la question du point de vue des prêteurs se pose aussi. Et en fait, ce qu'on voit en tout cas à travers la question de la rénovation énergétique, c'est qu'il y a un manque d'alignement entre les taux d'actualisation par rapport à la collectivité à l'échelle nationale et par rapport aux acteurs privés qui sont engagés, donc les ménages, mais aussi les acteurs bancaires. Les professionnels de travaux. Donc c'est là où en fait de toute façon il y aura besoin d'un mode d'intervention publique, mais lequel voilà, je sais pas. Ensuite, vous avez posé une question sur la question de l'ambition, des objectifs de 2050, savoir si l'ambition était réalisable, faisable. J'ai pas envie que vous reteniez l'idée comme quoi nous ne pensons pas que ce soit faisable. En tout cas, c'est faisable sur le plan énergie, carbone, technique, du fait que... Je ne réponds pas oui ou pas non à cette question. Je vais vous poser la question différemment. Est-ce que vous pensez que la question de cette faisabilité doit faire l'objet d'une réflexion et d'études au moment où on parle, là, sans trop tarder? Moi, je crois que oui. Parce qu'au fur et à mesure des auditions, on s'aperçoit qu'on est engagé dans un truc qui nous déborde largement, quoi, pour dire les choses. Donc voilà, c'était le sens de ma question. C'est pas pour vous embêter, mettre la pression. Vous ne m'embêtez pas.
C'est une très bonne question. Moi, je pense que ça doit être justement traité dans le cadre des travaux de la stratégie française énergie-climat. Enfin, de savoir, bien sûr. C'est vraiment la question de la programmation. Si vous avez une stratégie, de savoir de quels moyens vous avez effectivement besoin pour... Voilà, exactement, pour implémenter. Alors, il y a des travaux qui ont été déjà menés, notamment de savoir comment on peut arriver à une rénovation performante par étapes, donc sur le plan technique, donc on sait comment faire. Après, sur le plan organisationnel, des aides financières, il y a encore du travail à faire en la matière. Et en tout cas, si vous décidez d'abandonner l'objectif de rénovation BBC, d'arriver à un parc à niveau moyen BBC, vous allez reporter les exigences de réduction des consommations d'énergie ou bien même de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur d'autres secteurs. Ou bien vous allez viser une production d'énergie supplémentaire en France, mais c'est aussi c'est aussi un coût, c'est une question, c'est un vrai sujet à étudier. La difficulté, c'est que cette question appliquée à la rénovation énergétique, elle doit être élargie à tous les domaines. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Parce que du point de vue notamment de la puissance publique, les choses se cumulent. Tous les domaines, je parlais de transport, l'accès aux véhicules électriques, etc. Ça se pose à peu près dans les mêmes termes. Ouais. Tout à fait. C'est pour ça que... On ne peut pas raisonner ainsi. Non. En fait, on ne peut pas définir une stratégie pour le bâtiment indépendamment des autres stratégies, en fait. Ça, c'est tout à fait clair. Et c'est ce dont on a conscience, en tout cas, le SGPE, dans le cadre de ses travaux, ou bien même la DGEC. Clairement, si on fait bouger un curseur, ça a forcément des implications sur d'autres secteurs. Donc, c'est très difficile, en fait, de définir une stratégie. Ça dépend beaucoup donc des autres secteurs... des autres stratégies pour les autres secteurs. Après, en termes de recommandations politiques, je vais toujours arriver sur le même point, c'est besoin d'une programmation. C'est clairement, on n'a pas toutes les clés en main, nous, pour établir ce qu'il faudrait faire en termes de politique publique. C'est en tout cas montrer la voie à toutes, que ce soit aux particuliers, aux ménages, à la filière du bâtiment, de montrer où est-ce qu'on les attend en quelque sorte et de proposer les outils pour que ça s'implémente effectivement en tant que tel. Donc c'est vraiment, après la stratégie française d'énergie-climat, il faut directement engager des travaux en la matière. Et cette question de programmation des financements publics pour le climat, elle résout également le paradoxe qui fait partie des questions que vous nous aviez posées préalablement, qui est aujourd'hui finalement, d'un côté, on préconise de réorienter les aides vers la rénovation globale, mais de l'autre, on a effectivement un besoin de constance des aides à la rénovation qui est pointé par de nombreux acteurs. L'idée, c'est de ne pas perturber finalement les ménages qui sont déjà assaillis d'informations sur la rénovation énergétique. Et finalement, cette idée de programmation des financements climat, c'est la bonne manière de réorienter en douceur. Donc en faisant vivre, pourquoi pas, des systèmes d'aide qui sont différents pendant un temps, ceux pour les rénovations à geste unique et l'autre pour la rénovation globale, mais finalement petit à petit avec un effet de vase communicant, de tendre vers ce type de rénovation. Ça permettra aussi à la filière de s'adapter plus facilement, de vraiment créer l'offre nécessaire qui est aujourd'hui un peu inexistante, et à la demande aussi d'anticiper et de comprendre finalement que les objectifs, c'est bien ceux de rénovation globale et que c'est un objectif qui est existant, comme tu disais Maxime précédemment, et pas simplement un objectif SNBC qui est déconnecté de la réalité. Merci beaucoup à tous les deux. C'est très intéressant. Donc on a compris, mais on l'a vu aussi depuis un certain nombre d'auditions, qu'il faut de la visibilité, de la pérennité, de la stabilité pour véritablement s'inscrire dans les objectifs et dans cette stratégie nationale bas carbone. On vous remercie, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. On aura le slide qui a été diffusé, oui. Ok, merci.